Alors c'est une soirée à l'initiative de deux associations. Donc il y a l'association Cap Bio, dont Annick Bayard, ici présente, est une des représentantes. Alors Cap Bio, elle en parlera mieux que moi, mais c'est une association qui est ancienne, hein, et qui a organisé de nombreux événements autour de la bio et depuis longtemps. En particulier la foire bio ici, dans cette salle, la foire bio du Juc, c'était Cap Bio. Voilà. Donc Bête d'Ordre Environnement, c'est une association plus récente qui a commencé en 2010 par un coup d'essai qui était la manifestation qu'on a fait à Sainte-Anne concernant les algues vertes, et qui maintenant, depuis 5 ans, essaye un tout petit peu de... On est parti des algues vertes et puis on essaye un peu de remonter, j'allais dire, la rivière. Et donc on arrive à beaucoup de débats qui tournent autour de l'agriculture. Donc ce soir on invite des agriculteurs bio, hein. C'est une soirée où on parlera de l'agriculture biologique et on parlera des producteurs. C'est un sujet qui est très vaste, hein, la bio. On pourrait parler des consommations, de la distribution. On va surtout ce soir profiter de la présence de nombreux agriculteurs, et autour de la table il y en a 5 qui se présenteront dans quelques minutes. Moi, je vais commencer par une toute petite présentation. Ça ne va pas durer longtemps, hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière et que vous allez voir, pour caler un peu ce que représente la bio aujourd'hui, en 2015. Voilà. Donc, c'est un marché qui est quand même important. Au niveau mondial, c'est 50 milliards d'euros. On a souvent une vision de la bio comme étant des gens un petit peu rêveurs ou des babacools qui ont quelques animaux ou qui sont dans leur coin et qui font... voilà, c'est un peu une vision... non, c'est un marché, c'est 50 milliards d'euros. C'est un marché qui est, contrairement à de nombreux marchés, qui est en pleine croissance. Il a quadruplé en 12 ans. Voilà. Alors par contre, c'est un marché de pays riches, ça c'est clair. 9/10 de la consommation mondiale des produits bio, c'est en Europe ou en Amérique du Nord. Moitié-moitié à peu près. On pourrait dire que l'Europe et l'Amérique du Nord se partagent à 90% le marché de la bio. Voilà. Et si on descend, si on arrive en Europe, 70% des ventes, c'est Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni. Ce qui est un peu logique, c'est les pays les plus peuplés de l'Union européenne, mais l'Espagne n'apparaît pas. Voilà. Alors là, c'est une carte, je ne sais pas si vous pouvez la lire, mais qui montre plus le vert est foncé, plus le pourcentage de surface agricole utile en bio est important. Hein, et on retrouve, il y a des pays comme l'Autriche, par exemple, où on est arrivé à 20% de la surface agricole utile qui est en bio. On voit aussi que la Suède, si je ne me trompe pas, c'est assez important. La France et l'Angleterre est plus vert pâle. La France aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 4% de la surface agricole utile qui est en bio. Ce qui est déjà pas mal. Enfin, c'est souvent ça aussi, c'est quelque chose qui se dit. On vous dit, oh, c'est marginal. Bon, quand on arrive à 4%, c'est déjà bien. Mais il y a des endroits où aujourd'hui c'est 20%. Alors là voilà, le marché du bio en France, 5 milliards d'euros, 25 000 exploitations. Donc je viens de le dire, 4% de la surface agricole utile, 7% de l'emploi. Là je m'arrête, ça montre que les agriculteurs bio, il y a plus d'emplois que dans les autres types d'agriculture. C'est-à-dire qu'on a 7% de l'emploi alors que la surface utilisée n'est que de 4%. Et une croissance qui est de 10% par an. Alors, je vais pas ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter très vite les chiffres, mais tout à l'heure, il y a un copain agriculteur bio qui m'a dit non, j'ai les preuves que c'est 20%. Bon, je vous l'ai dit au départ, c'est une croissance très forte et continue depuis une dizaine d'années. Et en plus, il faut savoir que l'offre ne répond pas à la demande. J'ai parlé encore il y a 2 jours avec un responsable de magasin sur Quimper. Il me dit notre seul problème aujourd'hui, c'est de trouver des produits. C'est-à-dire que c'est un marché où il y a plus de demandes que d'offres. Voilà.
Alors, il y a des programmes depuis maintenant longtemps. Hein. Dès qu'un gouvernement change, il fait un programme. Enfin, il le fait pour la bio et pour plein d'autres choses, vous le savez. Mais le programme pour la bio s'appelle Programme Ambition Bio 2017. Alors, en général, les programmes prévoient toujours des résultats qui sont favorables. Et donc là, ce qui est prévu, c'est qu'à fin 2017, on sera passé à 8% de la SAU, ce qui voudrait dire un doublement des surfaces. Bon, je pense que c'est optimiste, mais ça veut quand même dire qu'il y a un programme. Et ce programme, il faut le savoir aussi, ça peut-être, c'est qu'on a souvent tendance à penser que, par exemple, les syndicats majoritaires ou que l'agriculture conventionnelle n'est pas ouverte au fait que la bio avance. Mais si vous allez sur le site de la FNSEA, par exemple, vous trouverez sous le vocable Cap Bio, ils ont été inspirés, ils ont su qu'il existait une association Cap Bio et donc ils ont trouvé que c'était pas mal comme titre. Et donc sous le vocable Cap Bio, vous trouverez, vous pourrez lire tout le bien que la FNSEA pense de la bio, enfin de façon théorique en tout cas. Alors voilà, ça c'est intéressant ça parce qu'on est en 2014, ça vient de tomber, ça c'est un truc qui vient de tomber, du coup il y a eu des articles dans les journaux, on arrive à 26 478 en 2014, 26 000, voilà. Alors on distingue les surfaces en conversion, on le verra plus tard, hein, on verra la différence, qu'est-ce que tout ça veut dire, conversion ou certifié, voilà. Donc on voit aussi, sur ce côté-ci, ici on voit la surface agricole qui est utilisée et on voit l'arrivée bientôt, au-delà, on a dépassé le 1 million d'hectares. Voilà. Alors là on était en France, maintenant on arrive en Bretagne. Alors l'équivalent pour la Bretagne, voilà. La Bretagne, est-ce que c'est un bon élève pour la bio? Disons qu'elle est en moyenne de la classe, elle n'est pas en avant. La bio est beaucoup en avant dans le sud de la France. La Bretagne, c'est à peu près... elle est dans la moyenne, je dirais. Et on retrouve d'ailleurs les 4 hectares, enfin 3, je crois que la Bretagne c'est 3,9 hectares, excusez-moi, oui, 4 pourcents de surface agricole utile utilisée. Voilà. Alors en Bretagne, 1837 entreprises, le nombre de fermes, et la surface 60 000 hectares. Donc je me répète, mais c'est des chiffres qui commencent à peser. Alors cette carte, je l'ai prise parce qu'elle montre un peu la Bretagne et elle nous permet peut-être de revenir sur le territoire, c'est-à-dire que nous, une des raisons pour laquelle BDZ2 a décidé de parler un peu de la bio, c'est que comme vous le savez, il y a un plan algues vertes autour de la baie de Douarnenez. Et dans le cadre de ce plan algues vertes, qui a quand même utilisé près de 10 millions d'euros entre 2010 et 2015, il va se terminer fin 2015, il était prévu, juré et craché, qu'on allait multiplier par 3 les surfaces en bio, d'accord, et qu'on allait augmenter au moins de 600 hectares. Et les résultats, là, il y a un petit regret pour notre association, c'est qu'on va arriver à fin 2015 avec une surface en bio autour de la baie de Douarnenez. C'est pas tout à fait la tache blanche, mais vous voyez, on dit la bio est confidentielle autour de la baie de Douarnenez. En tout cas dans notre partie ici, et on va arriver à 1,6% de surface en bio, alors qu'on était à 2 au départ, c'est-à-dire on va avoir diminué, quoi. Donc on ne va pas refaire un débat qui a eu lieu dans le cadre de ce plan algues vertes. On ne va pas parler ce soir que de la baie de Douarnenez, ça c'est clair, mais néanmoins on le souligne, on est nous très déçus de l'évolution. On a reçu il y a 3 ans, l'association Baie de Douarnenez Environnement, un courrier signé du président de la région, qui est maintenant ministre des Armées, Monsieur Le Drian. Et ce courrier signé nous disait nous allons avoir, nous vous promettons, exactement les termes, nous vous promettons 1000 hectares supplémentaires de bio dans le bassin versant du plan algues vertes. Bon, c'est une promesse qui n'aura pas été tenue. Voilà. Voilà, donc je vous avais promis de ne pas être trop long, j'espère que je ne l'ai pas été. Et maintenant, je vais laisser chacun se présenter. Je vais demander donc aux agriculteurs qui sont présents à côté de moi de nous dire, d'abord de présenter en quelques mots leur exploitation. Et ensuite, je pose une question assez simple, mais c'est qu'est-ce qui fait
qu'ils se sont déterminés à un moment donné, c'est-à-dire à quel moment ils ont décidé ou pourquoi ont-ils décidé à un moment ou à un autre de passer en bio. Voilà. Donc je commence par notre Benjamin, je pense Alexandre Posiat. Voilà. C'est bon. Donc bonsoir à tous. Donc moi je suis jeune agriculteur sur la commune de Plouhinec. Donc j'ai repris l'entreprise familiale en novembre 2013, donc c'est assez récent. Et du coup c'est sur une structure en élevage porcin. Donc l'élevage comporte, je fais 170 porcs transformés par an, parce que en fait c'est un atelier porc-vente direct et vendu essentiellement en circuit court, donc à des particuliers et aussi à des écoles, hein, parce que maintenant les écoles sont vachement demandeurs de ces produits de qualité, et surtout si c'est en bio c'est mieux pour eux et pour les enfants. Et sinon je fournis aussi une petite épicerie sur Pont-Croix et puis ensuite quelques restaurants. Donc moi, pourquoi on évoquait le passage en bio? Ben moi en fait, mes parents ils étaient les pionniers en bio en porc, donc ça remonte à 1992 leur labellisation en agriculture biologique. Donc du coup moi la suite logique a voulu de poursuivre comme leur chemin qui ont été quand même, on peut dire, une réussite. Et moi j'ai trouvé aussi pour ma part que c'était quand même l'élevage en bio en porc c'était surtout de la logique et un bien-être pour l'éleveur et surtout aussi pour les animaux, quoi. Parce que c'est vrai que en termes de, comme c'est des cochons sur paille, c'est vraiment plus agréable. Quand je travaille, je suis pas dans une structure qui pue l'ammoniac. Et c'est vrai que même je vois que les cochons ils sont pas serrés, ils ont de l'espace et en plus ça fait de la bonne viande, quoi. Et en plus après en ce qui concerne les travaux des champs, forcément il n'y a pas de pesticides, alors déjà quand on sait que ça peut générer des maladies graves et voire des cancers, quoi. Donc moi si j'avais été conventionnel, je me serais quand même posé des questions à ce niveau-là, quoi. Et ils doivent s'en poser sûrement. Et du coup, moi, j'utilise que la RC-Tri pour le désherbage. Et en plus, quand je parlais de logique, c'est de la logique technique aussi, c'est que la RC-Tri, donc ça crée donc on les agresse pour désherber forcément autour, mais ça crée un stress à la plante. Et du coup, c'est vrai qu'une plante stressée, on dit qu'elle tale, elle se répand mieux, donc elle concurrence encore mieux les mauvaises herbes, quoi. Donc je trouve que c'est une technique appropriée. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est vrai que même la clientèle, elle ressent, quand elle visite l'élevage, ça crée un lien social parce que comme moi j'ai rien à cacher, j'ai pas de seringue qui traîne pour piquer les cochons, ou moi c'est un plaisir de faire visiter ma ferme, quoi, parce que c'est une ferme ouverte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui supporteraient pas de faire visiter leur ferme. Donc je pense que la bio crée aussi un rôle social au final. Parce que après les clients ils reviennent et voilà, ils sont contents et ils disent on reviendra avec les enfants pour leur montrer. Donc ça c'est le rôle social est très important. Bon, donc Alain Normand, Mahalon, un producteur de lait. Je suis pas assez près. Donc je travaille avec ma femme. On a 70 hectares, 70 vaches. Donc on produit à peu près 250 000 litres par an qu'on livre à la laiterie Le Gall à Quimper. Qu'est-ce que je pourrais dire, je suis pas 100% bio, j'ai aussi un élevage de porc conventionnel, je suis son ennemi. Sans doute plus pour longtemps, parce que normalement on a programmé d'arrêter ça. Le passage en bio, historiquement, moi j'ai commencé à travailler sur la ferme en 85.
Et j'ai passé les 10 premières années à intensifier, faire le contraire de ce que faisait mon père en gros. Et puis, à force de faire quelques formations, je me suis rendu compte que désintensifier, c'était pas mal aussi. Et en 2001, on a changé de système, on est passé en système herbagé. Et en 2009, on est passé en bio. Voilà. On racontera plus après. Donc moi c'est Jérôme Jacob, je suis éleveur de porcs également, donc sur la commune de Quimper, à Kerfeunteun, au nord de Quimper. J'ai 65 truies, donc 65 mères, et voilà, moi j'engraisse sur la ferme à peu près 400 porcs charcutiers, donc c'est ce que je vends à l'année, plus environ entre 700 et 800 porcelets que je vends au moment du sevrage. J'ai à peu près, alors j'ai 80 hectares à peu près de surface agricole et environ 55-60 hectares de culture annuelle là-dessus. Voilà, moi je me suis installé en 2009. Donc c'était une reprise familiale. Mes parents étaient déjà éleveurs de porcs. Ils n'étaient pas en bio. Alors ils étaient dans un système d'élevage de porcs sur paille, avec une valorisation dans un circuit qui s'appelle les porcs fermiers de l'Argoat. Donc voilà, c'est une filière qui a jamais, enfin c'était du porc fermier label rouge. Bon, je vous passe les détails de logos qui sont pas très très lisibles pour le consommateur. Enfin bref, toujours est-il que c'est une filière qui a jamais vraiment décollé, puisque elle existe depuis les années 2000 à peu près. Et elle a été un petit peu torpillée par le label rouge qui a été élargi. En fait, au départ, le label rouge devait être du porc élevé sur paille. Aujourd'hui, le label rouge, c'est absolument plus du porc élevé sur paille. Donc c'est un porc conventionnel avec un tout petit peu plus d'espace. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que cette filière, en 2009, quand moi je reprenais la ferme, on m'a annoncé que ça durerait pas très longtemps. Donc on ne pourrait pas assurer une valorisation à mes animaux, parce qu'il y avait une plus-value qui était de quelques dizaines de centimes du kilo de porc pour cet élevage sur paille, quoi. Donc, alors moi j'avais un petit peu deux solutions en m'installant. Soit je repartais en conventionnel pur et dur, c'est-à-dire avec mon élevage de 60 truies, il fallait que j'en fasse, je sais pas, peut-être 100, 150 ou voire 200 pour être dans la moyenne départementale. Parce qu'aujourd'hui la moyenne dans le Finistère c'est à peu près 200 truies par élevage. Soit je poussais encore un petit peu plus la démarche de qualité pour aller vers la bio. Donc bon, ça a été assez rapide pour moi la réflexion. Alors en termes de motivation, il y avait cette motivation purement économique aussi, puisque peut-être que si j'étais resté avec 60 truies dans un système conventionnel, mais aussi avec des bâtiments qui étaient déjà sur paille, est-ce que ma ferme aurait été viable? Dans le système porc uniquement, c'est pas sûr. Donc voilà, donc l'idée c'était de se dire bon on va continuer un petit peu la démarche entreprise par les parents et puis aller au bout jusqu'au bio. Et donc ce qui me permet aujourd'hui, donc sur la structure que j'ai repris, d'avoir un salarié à plein temps. Donc, puisque mes parents étaient deux, ça a toujours été une ferme pour deux et c'est toujours aujourd'hui donc une ferme qui emploie 2 personnes. Donc ça c'est quelque chose qui est important aussi. Mais donc, une des motivations importantes pour passer en bio, c'était une motivation économique, voilà, également. Enfin, c'est quand même pas négligeable quand on reprend une ferme. Enfin, on est aussi des agriculteurs, donc je sais pas si on peut dire des entrepreneurs ou je sais pas. Enfin, on va pas utiliser des termes trop, voilà, des paysans. Mais bon, on a besoin de vivre. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est important. On a besoin de vivre de notre métier, quand même. Voilà. Une autre motivation, comme disait Alexandre tout à l'heure, c'était aussi que moi, je ne voulais pas utiliser de pesticides. Pourquoi? Parce que la première personne qui encourt un risque par rapport aux pesticides, c'est l'utilisateur. Et les plus gros utilisateurs, c'est les agriculteurs. Donc, si on pouvait s'en passer, c'était une raison importante pour moi aussi. Voilà. Après, il y a des raisons qui sont venues un petit peu en travaillant avec les animaux et tout ça. Enfin, le bien-être animal, aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie motivation aussi pour la bio, dans le sens où on retrouve vraiment un lien, je pense, qui a été perdu en conventionnel, en porc en particulier, où on a des cadences assez importantes, où on a énormément d'animaux pour un travailleur,
En bio, on a beaucoup moins d'animaux, donc on peut consacrer beaucoup plus de temps à chaque animal. Et dans un système naisseur comme je suis, donc avec des truies qui mettent bas en liberté, dans la paille et tout ça, c'est indispensable au fait d'avoir ce contact avec l'animal pour pouvoir intervenir autour des truies, etc. pendant les mises bas. Enfin, bon. Donc c'est aussi, et c'est quelque chose, je pense quelque chose qui a été un petit peu perdu peut-être par les éleveurs de porcs, et c'est bien dommage parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Enfin, moi je trouve au moins. Voilà, accessoirement, je dirais, puisque tu m'as demandé de le dire aussi, que je suis parmi d'autres, ou avec d'autres, responsable à la Confédération paysanne du Finistère. Donc voilà. Voilà, moi, du coup, Laurent Joncourt, moi je suis sur de la production maraîchère au Juc à Carvogat. Du coup, moi je me suis installé il y a 2 ans, j'ai lancé la conversion pour 2,5 hectares. Du coup, ce qui fait que depuis octobre 2014, là, je suis en bio. J'ai lancé la conversion sur 3 autres hectares, là, il y a 2-3 mois. Là. Ce qui fait que d'ici 2 ans, normalement, du coup, j'aurai 5 hectares en conversion, en bio. Quoi. Ce qui fait qu'après, l'idée de la bio, comment ça m'est venu, moi, c'est de la création. Du coup, va s'installer, tant qu'à faire, dans l'époque qui est la nôtre. C'était logique de le faire en bio, sachant que moi j'ai appris comme ça aussi, sans avoir une formation d'agronome, on va dire, ou d'agriculture, etc. J'ai fait une formation liée à l'environnement, ce qui fait que de là, derrière la formation environnement, j'ai eu des expériences dans différentes fermes, par le biais du woofing, autre chose, et ce qui fait que de là, les pratiques qu'ils avaient en général, c'était lié à une pratique biologique, organique. Et de là, décider, après différentes expériences, de m'installer et du coup en bio. Voilà. Du coup, ce qui fait que c'est un peu l'intérêt. Bon, moi c'est Patrick Kiré. Donc j'ai un petit élevage. Je démarre depuis 3 ans. J'ai eu du mal à démarrer parce que je connais rien au départ. Un élevage de poules coucou de reine. Donc c'est un élevage qui, moi je fais naître les poussins, je vends les poussins depuis le premier jour, selon la demande, puis après ceux qui ne sont pas vendus, je les élève et je les vends à n'importe quel âge, jusqu'à ce qu'ils soient poules pondeuses ou coq ou poulet prêt à cuire. Bon, poulet prêt à cuire, c'est pas trop ce que je préfère, mais bon, c'est quand même, au bout d'un moment, il faut bien y passer. Pourquoi la bio? C'est comme on dit les collègues, parce que ça donne un peu de valeur aussi à la marchandise. Les poulets ça porte que mieux, moi aussi. Donc on a évidemment, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'on n'achète pas toutes sortes de pesticides, de médicaments, ce qui fait quand même une économie. On n'a que la nourriture, pour moi, qui n'est pas la surface nécessaire pour cultiver des aliments. Les céréales, donc j'ai que ça à acheter, en fait, de la nourriture, pas de médicaments, pas d'autres produits à part pour moi, évidemment. Et voilà, bon, je sais pas trop ce que je pourrais dire encore. Comme c'est une petite exploitation, je vais m'arrêter là. La photo a été prise chez Patrick, avec les coucous de reine. Peut-être un mot sur le coq au vin, non? Le coq au vin. Alors, évidemment, pourquoi la coucou de reine? Parce que c'est pas une race ordinaire, c'est une race qui a failli disparaître il y a une quarantaine d'années, je crois. Pour la bonne et simple raison que pour faire un poulet, il faut au minimum 150 jours. Alors là, évidemment, ça fait pleurer les éleveurs conventionnels, parce qu'eux, ils le font en 35 jours. Bon, évidemment, c'est pas pareil. Alors le prix à la sortie, c'est pas le même non plus. Mais par contre, voilà, il y a la qualité de la chair qui est reconnue par les grands chefs de la région et tous les gourmets qui viennent chez moi acheter du poulet ou des poussins. Moi, je vends du poussin jusqu'à Rennes, dans la région de Rennes. J'ai plein de clients qui viennent jusqu'ici prendre des poussins parce que, ouais, c'est vrai, parce qu'ils sont bio et puis parce qu'ils sont beaux, quoi. C'est la bonne qualité. Voilà, je fais un peu de pub pour ma boutique, par l'occasion. Et voilà, donc c'est pas un poulet à cuire en 1 heure, ça c'est sûr. Bon, voilà. Il a vécu, il a volé, il a couru, quoi.
Un petit mot, Anaïk. Comment je suis arrivée à la bio, bon, c'est intéressant. Mais bon, c'était moins dur que tous mes camarades qui sont autour de la table, parce qu'ils bossent quand même tous les jours et vraiment très dur. En fait, le bio, c'est un choix, voilà. Donc moi, je suis une incorrigible gourmande. J'aime les bonnes choses. J'ai été élevée dans une famille où on passait plus de temps dans la cuisine que dans nos chambres. Voilà, donc ça, c'est quand même important aussi d'avoir des bonnes bases, on va dire, des gens qui cuisinent autour de vous, qui vous apprennent des choses et puis qui n'ont pas envie de manger n'importe quoi. Donc j'ai eu une jeunesse un petit peu, on va dire, différente, puisque j'ai été élevée dans une des plus grandes villes du monde, où c'est formidable, parce qu'on a des cuisines qui viennent du monde entier, bon voilà, mais on a aussi une grande variété de produits, donc j'ai appris à aimer aussi des choses différentes et à sortir du cercle infernal des pâtes de riz et des patates. Et donc c'était marrant aussi de manger beaucoup de légumes, des grosses bananes qu'il fallait cuire par exemple, des choses comme ça que mes parents aimaient bien expérimenter. Donc c'est vrai que la cuisine c'est aussi une exploration, des inventions. Et puis après quand je suis revenue en Bretagne, eh ben, j'étais tout de suite attirée forcément par des gens qui élevaient des animaux, faisaient des légumes, etc. Puis quand j'étais étudiante, on allait dans le Léon, dans le Finistère là-bas, et puis on donnait un coup de main dans les fermes. J'avais des copains qui avaient des parents qui étaient agriculteurs, et puis on allait, on ramassait des échalotes dans les champs de Ploné-les-Locris par là-bas. Et puis quand on partait, on nous donnait demi-cagette d'échalotes, et puis en nous disant, mais celle-là, c'est pas celle que vous avez ramassée, ça c'est celle de mon jardin, celles-là, elles sont bonnes. Je me disais, bon, j'avais 17 ans, je me disais quand même, mais pourquoi ils vendent des choses qui ne sont pas bonnes? Alors je ne comprenais pas très bien. Et puis petit à petit, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui me surprenaient un peu quand j'étais jeune maman, par exemple. J'allais dans les grands magasins, maintenant je ne vais plus, alors je ne sais plus si c'est toujours pareil, mais à l'époque, il y a 20-25 ans, j'étais toute fière comme tout le monde. Ah, il y a une grosse supérette qui s'est montée, voilà, en profusion de choses, formidable. Et puis je rentrais dans le magasin, et puis ça sentait pas très bon, déjà pour commencer, et je trouvais étonnant que quand on passait devant les fruits et légumes, il n'y avait pas d'odeur. Voilà, je me dis quand même, mince, il y a des melons, il y a des fraises, il y a des pommes, il y a des poires, plein de légumes, puis il n'y avait pas d'odeur, ça sentait rien. Et je me suis dit, mais comment on peut faire de la cuisine avec des choses qui sentent rien, quoi. Donc tout ça fait qu'à un moment, on réfléchit un peu, puis on se dit, bon, on a envie de manger des bonnes choses, déjà pour commencer, puis tant qu'à faire, tant qu'à manger des bonnes choses, il faut tout le temps qu'en plus, ça nous fasse du bien. C'est-à-dire les bonnes choses font du bien, et c'est vrai que je n'ai pas vraiment pensé à la santé au départ, je pensais juste goût. Puis petit à petit, on s'aperçoit quand même, il n'y a pas que le goût, quoi. Il y a aussi le fait que eh ben, si vous faites un magnifique ragoût de légumes avec plein de pesticides dedans, ben, c'est pas top, quoi. Et finalement, on s'est aperçu que nos enfants, de temps en temps, faisaient des allergies, ou les enfants autour de nous avaient des petits trucs qui ne collaient pas, ou des copains qui arrivaient en disant, tiens, j'ai un eczéma, comment ça se fait? Alors, il allait voir le médecin, il dit, ah, ben, il faudrait arrêter ci, il faudrait arrêter ça, tellement il fallait arrêter tout. Donc je me suis dit, bah, arrêtons tout et changeons. Voilà.